Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Nadia Maric, je suis directrice adjointe de Sciences Po et c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir que je vous accueille pour ce débat organisé ce soir, dont le thème est « Nous sommes ce que nous mangeons ». Il est clair qu'on organise beaucoup de débats à Sciences Po et que souvent nos sujets de débat sont puisés dans l'actualité. Là, c'est un petit peu l'inverse. J'ai l'impression que l'actualité a puisé dans les sujets de débat à Sciences Po. On peut s'en féliciter pour Sciences Po parce que du coup, évidemment, toutes les questions qui vont être abordées ce soir revêtent un aspect encore plus, je dirais, brûlant. Et on peut évidemment le déplorer et je préfère évidemment cette attitude. Alors, on peut quand même se poser la question d'organiser un tel débat à Sciences Po. Est-ce que c'est curieux? Est-ce que c'est décalé d'organiser un débat qui se formule de cette façon-là dans une université? Alors, moi, non seulement je ne trouve pas ça curieux ni décalé, mais je trouve que c'est exactement au cœur du projet intellectuel d'une université et en tout cas de celui que nous nous sommes fixés à Sciences Po. Sciences Po, c'est un lieu de débat, et je pense que c'est le rôle de toutes les universités d'être un lieu de débat, après évidemment être un lieu de production de connaissances et de diffusion de ces connaissances et de sensibilisation des jeunes que nous formons ici à des sujets qui sont d'envergure absolument fondamentale pour l'avenir de nos sociétés modernes. Alors, évidemment, la question que nous abordons aujourd'hui, elle est au cœur de toutes les problématiques de développement durable. Et le développement durable et toutes les questions qui y sont liées, nous nous y sommes engagés à Sciences Po il y a 10 ans. Et cet engagement porte un nom, puisqu'il porte le nom de Laurence Tubiana, avec laquelle nous avons créé une chaire, développement durable, qui se déploie et qui grandit année après année. Je voudrais la remercier, elle n'est pas là aujourd'hui, mais son équipe est là et je voudrais les remercier pour le travail qu'ils conduisent. Le développement durable irrigue la formation à Sciences Po, que ce soit dans le cadre de la formation fondamentale de Sciences Po, c'est-à-dire ce qu'on appelle cette formation que reçoivent tous les diplômés de Sciences Po, quels que soient les masters qu'ils peuvent choisir, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle les humanités scientifiques à Sciences Po, et puis aussi dans le cadre des masters, puisque vous avez une teinte développement durable extrêmement importante dans au moins 3 masters de Sciences Po, que ce soit le Master in Public Affairs, que ce soit Paris School of International Affairs ou le Master Stratégie territoriale et urbaine. Donc je voudrais déjà, devant vous, remercier tous ceux qui concourent à ce rôle de Sciences Po sur ces questions-là, que ce soit en matière de recherche, de débat ou de production, de diffusion des connaissances. Évidemment, mes remerciements vont à Chantal Joanneau. On ne présente pas Chantal Joanneau. Chantal Joanneau qui a été ministre, qui notamment a dévoué, je préfère citer cela, je connais Chantal Joanneau depuis des années et je sais son engagement sincère, fervent, durable, contre vents et marées, sur ces questions difficiles que sont les questions qui sont liées au développement durable. Alors je voudrais lui dire toute mon admiration, d'abord, et puis lui dire l'honneur immense qu'elle nous fait de nous avoir choisis pour organiser ce débat ici, à Sciences Po. Nous en sommes extrêmement fiers. Alors, mes derniers mots iront aux débatteurs. Je ne les présenterai pas. Je pense que Chantal Joanneau va s'en charger dans quelques minutes. Et j'espère que M. Papin ne m'en voudra pas de quand même prononcer quelques mots pour Mrs. Jane Goodall, parce que, au-delà de la professionnelle, au-delà de la scientifique que Chantal Joanneau dont Chantal Joanneau va vous relater l'expérience et l'immense apport en matière scientifique sur des sujets cruciaux,
à commencer par ses recherches sur les chimpanzés jusqu'à son approche très pragmatique de la nécessaire articulation entre les ressources naturelles de notre univers, de la planète, et l'alimentation de ses habitants, que ce soit les hommes ou les animaux. Jane Goodall est une femme absolument extraordinaire. I will try to do that in English. I may apologize because I was supposed to speak in French, but you told me that you don't speak French, so I will try to do that in English because it's a special address to you. Jane Goodall began at 23 years old. She discovered a very special field, young, very young, and she never surrendered. She went on with a lot of patience, with a lot of constance, with a lot of, as we say, liberté d'esprit, freedom, and a lot of courage. And I would like to thank her to be here because she is and she will remain a real, true, and deep example for our students. Thank you, merci beaucoup et très bon débat. Bien, bonsoir à tous. Je ne vais pas rivaliser avec l'accent de Nadia. Je vous remercie d'être aussi nombreux pour écouter un débat qui, je n'en doute pas, va vous passionner, non seulement parce qu'il est d'actualité, mais parce que, j'espère, vous ne sortirez pas indemne de cette salle quant à vos pensées, à vos avis, à vos certitudes. Alors, je vais répondre très brièvement en introduction à quelques questions. La première, c'est pourquoi Écolo-Éthique a choisi Sciences Po pour organiser ce premier débat. Tout simplement parce que c'est l'école où j'ai les meilleurs souvenirs, c'est la plus belle école de France. C'est celle qui apporte le plus de savoir universaliste, c'est une école d'ouverture. Et on a besoin aujourd'hui de cette forme d'humanisme dans la pensée et dans l'éducation pour aborder les questions qui sont les questions écologiques. Et vraiment, je voudrais remercier Sciences Po, toute l'équipe de Sciences Po qui est ici, parce que vous savez, en général, quand on veut monter des projets, la première réponse qu'on vous oppose, c'est « Oh, ça va être compliqué, il va falloir attendre ». Ou alors il va falloir beaucoup d'argent. Et à Sciences Po, tout de suite, la première réponse a été « Ah oui, c'est vraiment intéressant et je suis convaincue que ça va intéresser nos étudiants et tous ceux qui aujourd'hui écoutent Sciences Po ». Donc ça a été une main tendue, mais de tous côtés. Donc je veux vraiment remercier Sciences Po parce que ça a été d'une facilité déconcertante d'organiser ce débat avec vous. Et je voudrais remercier aussi nos deux débatteurs, Jane Goodall, que je vous présenterai tout à l'heure, et Serge Papin, qui se sont livrés bien volontiers à cet exercice. Alors à l'époque, c'était bien avant quelques aléas médiatiques et d'actualité qui font que ce débat a encore plus d'intérêt pour vous aujourd'hui. Et dans cette salle, d'ailleurs, vous verrez qu'il y a quelques grands noms de l'écologie. Il y a Jean Jouzel, qui est prix Nobel. Tu es prix Nobel, membre du GIEC et grand spécialiste des questions climatiques. Il y a Gilles Boeuf, qui est président du Muséum national d'histoire naturelle. Il y a mon amie, Neila Hachi, avec qui nous sommes sur les bancs du Sénat, même si nous ne sommes pas exactement du même parti, mais qui partagent les mêmes convictions. Et donc, tout ceci pour vous montrer que, en général, nos débats, ils dépassent en toutes les frontières qu'on peut imaginer. Pourquoi avoir choisi un premier débat sur le thème de la consommation ? Alors un thème « Nous sommes ce que nous mangeons », qui est le titre du livre écrit par Jane Goodall. Tout simplement parce que je pense qu'il faut porter un autre regard sur les questions écologiques, et c'est un peu l'esprit d'écolo-éthique, c'est de casser les schémas de pensée. La question écologique n'est pas une question technique. La plupart des réponses techniques existent ou elles sont à portée de main.
C'est en général une question de société, c'est une question de regard que nous portons sur notre mode de vie. Et donc, ce que je veux vous faire passer, c'est que pour résoudre ces questions écologiques, il faut retrouver notre liberté de penser. Et ce thème de la consommation est un thème central dans les défis écologiques. C'est un thème d'empreinte évidemment environnementale, c'est un sujet sanitaire, puisqu'une des plus grandes épidémies de ce siècle dans les pays dits civilisés est l'épidémie d'obésité, suivie de près de celle du diabète. C'est un thème social avec la question du gaspillage alimentaire. C'est un modèle économique, puisque tous les partis vous disent pour relancer la croissance, il faut relancer la consommation. Est-ce que la consommation est un modèle de société désirable ? Question qu'on peut se poser. Et c'est un rapport au vivant, mais vous verrez, Diane en parlera bien mieux que moi, puisque le vivant aussi, c'est peut-être la reconnaissance que les animaux sont des êtres sensibles. Et vous savez tous très certainement que dans le Code civil, on considère les animaux comme des biens meubles, ce qui est assez choquant. Donc c'est vraiment développer cette réflexion sociétale. Et pourquoi ces invités ? Rapidement. Jane Goodall, je ne la présenterai pas, c'est une femme engagée très tôt, pour des raisons d'ailleurs très personnelles qu'elle vous exposera bien mieux que moi, qui a fait des découvertes extraordinaires, qui est autant une anthropologue d'ailleurs, sur les chimpanzés, l'usage des outils par les chimpanzés, et qui a étendu toute cette logique, puisque au-delà de la défense des chimpanzés, vous savez qu'aujourd'hui, sa fondation a des programmes dans un grand nombre de pays, plus de 140 je crois, qui sont des programmes pour sensibiliser les jeunes et les amener à s'engager sur des projets environnementaux, des projets humains et des projets de protection aussi des animaux. Et vous verrez que cette femme qui, à mes yeux, incarne la pureté de l'engagement écologique va très certainement vous dérouter au terme de ce débat. Quant à Serge Papin, qui est le président donc de Système U, c'est très compliqué votre affaire. Serge Papin est un homme engagé. Ça fait partie, c'est vrai, quand on pense en général à distribution, on n'a pas nécessairement un regard très optimiste, mais c'est un homme qui a été l'un des premiers, par exemple, à retirer les produits à base d'huile de palme de ces rayons. C'est un des premiers aussi à avoir posé la question de l'aspartame, au point d'ailleurs que je crois que vous êtes de temps en temps l'objet de quelques difficultés, quelques procès en cours, donc très engagé et qui porte un autre regard aussi sur notre modèle de distribution. Donc je trouvais très intéressant d'avoir deux personnes qui incarnent aussi ce nouveau modèle de consommation. Et vous êtes pour la plupart des décideurs, vous serez des décideurs. Et que vous soyez demain dans des entreprises, dans des associations, dans des médias, vous aurez une parole qui aura un impact politique. La politique n'appartient pas qu'aux politiques. La politique, elle se fait dans la société civile. Et donc c'est extrêmement important à mes yeux que vous puissiez aussi demain porter ce nouveau regard sur le modèle de consommation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Donc, j'ai la lourde tâche d'animer ce débat, mais je sais que nos deux intervenants sont tout à fait à même d'avoir un débat très vif et très intéressant. Je voulais juste annoncer à ce public fourni comment nous allons procéder. L'idée, c'était de passer d'abord la parole successivement à Madame Goodall, puis à Monsieur Papin, pour vous laisser, j'allais dire 5 minutes, mais évidemment 5 minutes c'est toujours très peu, 5 à 10 minutes, pour exposer un peu votre compréhension de ce qui est en train de se jouer, des problèmes ou des solutions qu'on voit émerger. Et ensuite, j'aurais aimé lancer deux moments de discussion un peu plus spécifiques, successivement. Vous demander d'abord qu'est-ce qu'on peut voir émerger autour des initiatives privées, des entreprises. Comment est-ce qu'on peut avoir foi ou comment est-ce qu'on peut rendre crédible la possibilité que ces initiatives privées changent vraiment le business model et fassent changer nos modes de consommation. Et ensuite, une deuxième série de questions, enfin un deuxième temps de débat sur est-ce qu'on a besoin que la puissance publique intervienne, est-ce qu'on a besoin que le législateur intervienne et à quel moment, à quelles échelles aussi.
Donc après ce moment qui sera plutôt en tribune, il y aura un temps pour que vous, depuis la salle, puissiez intervenir dans ce débat. Je vous indique tout de suite les règles de ça. Il y a, en fait, vous voyez ici 2 micros en bas de chaque allée. Alors j'en suis désolé pour ceux qui sont à l'étage, ça veut dire qu'il faut qu'ils prennent le temps de redescendre. On prendra des questions par groupe de 3 personnes qui viendront à chacun de ces micros pour pouvoir prendre la parole. C'est à la fois, vous l'aurez compris, un moyen de réguler les prises de parole, mais aussi un moyen commode pour qu'on puisse vous entendre. Donc je vais pas moi-même, je pense qu'il est pas, vu qu'on a commencé un petit peu en retard, je vous prie d'excuser tous les deux, de m'excuser tous les deux, Madame Goudal et Monsieur Papin. Je ne vais pas prendre le temps de raconter votre biographie, mais je pense que, je pense qu'il est vraiment important de souligner que dans chacune de vos expériences, vous avez un point de vue spécifique qui vous fait aborder cette question de l'alimentation durable. Peut-être que je peux juste dire un mot sur la trajectoire de M. Papin, puisque Mme Goudal a été présentée. Ce qui me semblait intéressant, de montrer que dans votre trajectoire au sein du groupe Système U, vous avez parcouru beaucoup de métiers, un ensemble de métiers assez variés, et outre la direction d'un magasin avant de monter dans la structure, vous avez aussi créé une usine de retraitement des déchets à l'échelle régionale, et donc vous avez exploré un certain nombre de métiers, ce qui fait qu'on comprend bien d'où vous vient cette capacité à sentir les évolutions qui se passent dans la société, et c'est ça qui va nous intéresser maintenant. Madame Goudal, encore toutes mes excuses de ne pas vous rendre les hommages nécessaires, mais les deux intervenants précédents vous ayant déjà présenté, je propose qu'on passe au débat, et je propose notamment de vous passer la parole pour que vous puissiez nous dire en quelques mots comment vous voyez cet enjeu de nos modes de consommation alimentaire, où sont les problèmes, où sont les enjeux, et aussi, si vous en avez le temps, comment vous voyez les solutions qu'on pourrait y apporter. Well, first of all, thank you to the people who've introduced me. And secondly, I'm sorry I can't speak French, so I'll try and condense everything so I don't speak for too long. Oh, you're not translating? Je vous rappelle You will understand. comme c'était annoncé, Madame Goudal parlera en anglais sans traduction. Okay, all right, so I don't, okay, fine, that's great. All right, well, what I thought I would do, just to start off, is just to mention the different issues that seem to me to be very important today. And of course, I came into writing that book, We Are What We Eat, from a very different perspective from nutritionist. It was just from observing chimpanzees, watching what they eat, and then becoming involved with youth around the world and learning more and more about the problems that we face, perhaps because of modern agricultural methods. And so, just very quickly, the areas which I feel are of real concern and which we might address some of them this evening. First of all, there is the gradual use of more and more chemicals in our agricultural systems. And these are pesticides, chemical fertilizers, chemical herbicides. And there are tests on animals, which I don't propose to go into, which really do suggest that some of these pesticides can be very harmful. And of course, when you put this stuff on the ground and it rains, the rain is taking these chemicals down into the groundwater, washing them down into the streams and the rivers, and eventually into the sea. And I think probably everybody in this room knows how so many of our ecosystems are contaminated by agricultural chemicals today. So that is one main problem. And a second main problem is in our increased consumption of meat. And as people began to eat more and more meat, and very much tied in with economics, where farmers wanted to make more and more money using less and less space, and it was necessary for them to farm more and more animals in a cheap way, then we got the introduction of intensive farming of animals. And there are different ways of looking at this.
I became first interested, and really the reason I wrote We Are What We Eat was because of my concern for the well-being of the animals in these intensive farms. And that ranges from the cattle in the feedlots, it ranges through the pigs who are in these hog farms. And if you think of a pig with a very sensitive nose, I mean, you know, in France you can use them to seek out truffles way deep under the ground. And we know that they're highly intelligent. And to have them in these hog farms where they are captive in their own feces is pretty shocking. And the people who've worked slaughtering hogs say they will never do it again because more than the cows, the hogs seem to know that they're about to be slaughtered and something of what it means. But this intensive farming is concerning for a lot more than animal welfare. Maybe you don't care about the animal welfare. That brought me into it, but then I began to learn the other horrors. First of all, the enormous use of land, cutting down trees to create, to grow the grains to feed to the cattle. Trees being cut down in the Amazon, huge amounts of trees to grow grain or to feed the cattle. And at the same time, it takes a lot more water to turn vegetable protein into animal protein. So there's a huge waste of water in this aspect of farming. And then we find that these animals, in order to keep them alive in these terrible conditions, they have to be routinely fed antibiotics, not just when they're sick, but to basically keep them alive. And because there isn't time to check out which animals are sick or not. So they're given a dose of antibiotics. Well, you know what happens when you do that. The antibiotics get out into the environment, and the bacteria are building up resistance. There's a very frightening book called The Killer Within, which is showing how people have actually died from an infected finger because there wasn't a strong enough antibiotic to heal them. And this gets typically hushed up, but this is actually a fact. And then in addition, when these animals are fed large amounts of rich food, which is not what they would eat in nature, they produce more methane gas, and that is a very, very strong, potent gas in the greenhouse gas emissions. It's something like 7 times more potent than CO2. And as more and more people eat more and more meat, all of these effects get worse. We now find in China, as the middle class is growing, the eating of meat is a status symbol, and more meat is eaten. I have to mention the fact of the horse meat, the scandal that's sweeping through Europe right now, the horse meat that's being sold as beef. And being here in France, I must mention foie gras, pâté foie gras, and the horrible, horrible conditions for the geese and the ducks. I think if anybody saw what happened and the horrible cruelty, nobody would eat the foie gras. I know it's a culture, but cultures do change. In England, it was a culture at one time to hang people by the neck until they were dead for their crimes. We don't do that anymore, but it was culture, so we don't do it. The next point that's, to me, really interesting, and I will not get into it because I would talk for an hour, is genetically modified food. And I am so happy that France took a stand against genetically modified maize and all other genetically modified foods. And if people are interested, my goodness, I have just read a book, and if you're interested, write this down. You won't want to know the facts, but you probably should. It's written by a man called Steve Drucker, D-R-U-C-K-E-R. He's a public interest attorney, so he's a lawyer. He read the chapter I wrote for my next book, which was the only way the publisher would agree to publish it, because they said we'd be sued by Monsanto. The book is called Altered Genes and Twisted Truth.
And it is shocking. It's out at the moment only on e-books, but in May it comes out in printed form. It chilled me. It's a dreadful book. Then the next one is the plantation farming, so that we take over huge areas of land, we plant monocrops, and this, of course, is very devastating for biodiversity, especially if, and as is always the case, I think, that chemicals are used. Then we come into the oil palm, how the oil palm plantations are destroying the Asian forests and now moving into Africa, destroying the habitat of the orangutan and many, many other animals. And then we come to the positive side of it. What can we do? And to me, and many other people too, the answer is small-scale family farming, small-scale family farms. And if those farmers form cooperatives for selling of their food, they can grow a crop, a cash crop, but at the same time, amongst the cash crop, they grow food that will sustain them if there's a slump in market prices. And that's what we're doing around Gombe National Park, where the chimps live in Tanzania. So I have proof that it can work. And I could go on, but I won't. I will simply end by saying that for me, my fight for the environment is because I look at my grandchildren and think how we've harmed this planet since I was their age, and it gives me a sense of desperation. And if we care about the children who are coming into the world today, we owe it to them to try and move towards a more sustainable future. That's what keeps me going, and we introduce all of these topics into our youth program, Roots and Shoots, that's in 132 countries. Merci beaucoup, Madame Goudal. Merci pour ce propos introductif. Face à cette vision des problèmes et des solutions possibles que vient d'exposer Madame Goudal, Monsieur Papin, comment vous sentez les émergences du fait que du côté des consommations alimentaires, on va peut-être quand même pouvoir changer de modèle? Est-ce que vous voyez des choses poindre? Bien, bonsoir à tous. Juste vous dire que je dirige effectivement une coopérative. Ecosystème, Chantal, c'est pas très compliqué. Si vous regardez dans le dictionnaire, ça veut dire éléments indépendants les uns des autres et concourant à former un ensemble. On est à la fois indépendants et associés. Alors, il se trouve que j'ai fait aussi un livre qui s'appelle Pour un nouveau pacte alimentaire. Et évidemment, il est très difficile à trouver parce que vous ne le trouverez pas chez Leclerc, pas chez Intermarché, pas chez Casino, pas chez Monoprix. Voilà, donc, mais si d'aventure vous avez une petite librairie indépendante, vous pouvez peut-être le trouver encore. Et évidemment, je partage tout ce qui vient d'être dit par Jane. En même temps, moi, je peux témoigner de deux choses avec vous en préambule. La première, c'est quel est en effet le changement de comportement du consommateur, qui devient de plus en plus un consommateur trait d'union citoyen, et quels engagements on peut prendre à l'aune de ce changement. Alors, le changement, d'abord, il est issu, vous savez, de la crise. Enfin, on parle de crise, il me semble d'ailleurs que le mot est pas adapté, parce qu'il est beaucoup plus profond que ça, je pense. C'est plus une crise, c'est un changement d'époque. Et on voit bien que les gens cherchent au fond à consommer mieux plutôt que consommer plus, et que la consommation, au fond, on pourrait peut-être même dire que c'est un acte politique. C'est-à-dire, on fait des choix. Ce n'est pas simplement le pouvoir d'achat qui est en cause, même si, certes, le rapport au prix a son importance, mais ce n'est plus le prix à tout prix. Les gens sont sensibles, on le voit bien, à quel est l'impact de mes achats sur l'environnement, quel est l'impact sur la santé, qui l'a produit, est-ce que c'est venu de l'agriculteur local, comment il a été rémunéré, est-ce que
l'agriculteur peut vivre dignement de sa production? Où a-t-il été transformé? Parce qu'il y a un impact en effet sur l'emploi. Tous ces sujets-là font qu'il y a une maîtrise qui est en route, un arbitrage, on pourrait dire, de cette consommation. Et le marqueur d'une consommation quantitative qui était issue des 30 glorieuses des années 80, où c'était la profusion, etc. Et on voit bien tous les débats d'ailleurs qui sont sur le gaspillage alimentaire aujourd'hui, marquent un peu les excès, donc la fin peut-être, ou le début de la fin de ces offres à profusion, vous savez, où on essayait de vendre des lots, de faire consommer plus, alors que maintenant, on voit bien qu'on a affaire de plus en plus à des consommateurs raisonnables, et donc face à ces consommateurs raisonnables, nous on souhaite être des commerçants ou des distributeurs responsables. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Nous, on s'est engagé sur un certain nombre de sujets, et je pense qu'on retrouvera avec Jane Goodall des territoires communs. D'abord, sur la marque que nous maîtrisons, c'est-à-dire les produits à notre marque, nous essayons de débarrasser ces produits de toutes les substances qui sont controversées, soit parce qu'elles sont toxiques de manière avérée, soit parce qu'il y a un débat sur leur utilisation. On a été les premiers à enlever par exemple le parabène comme conservateur dans les cosmétiques. On l'a fait bien avant L'Oréal, bien avant Beiersdorf. À l'époque, on nous disait que c'était impossible, on l'a fait. On enlève le bisphénol, ce qui n'est pas simple pour l'instant, puisqu'il y en a dans le vernis des conserves et qu'il y a une migration du bisphénol dans la conserve. Mais partout, on a pu l'enlever. On l'a fait, sachant qu'il n'y a que 2 opérateurs au monde sur la conserve. Ce n'est pas aussi facile que ça de changer le modèle. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faudrait simplement que les conserves, on leur demande de se conserver 6 mois et pas 6 ans, et à ce moment-là, on y arriverait. On a enlevé l'huile de palme, comme vous l'aviez dit, Chantal, de la plupart de nos produits, sauf que moi, je ne sais pas si je ne vais pas finir dans un baril d'huile de palme, parce qu'on est attaqué, évidemment, par tout le lobbying, et on a, il faut le savoir, perdu un procès. Pourquoi on a perdu ce procès? Parce qu'après avoir vu le film de Roussel, où vous voyez le dernier des orang-outans qui meurt, parce qu'on a, en Indonésie, enlevé la forêt primaire pour mettre des palmiers ou des palmistes à la place. Donc il y a 2 solutions, c'est soit pleurer, bon, on peut le faire, après on se dit comment est-ce qu'on peut agir. Et du coup, on s'est dit, on va essayer d'arrêter l'utilisation excessive d'huile de palme. Mais voilà, on ne peut plus passer ce film où on fait vraiment un lien entre l'huile de palme et l'orang-outan. On l'a fait, ce film, on n'a plus le droit, on a été condamné par la justice française. Et on a dû retirer ce film, ce qu'on a fait, voilà. Mais ce qui ne nous empêche pas de continuer à enlever l'huile de palme. Mais on a comme ça, mes chers amis, 80 substances à enlever, dont en effet des molécules de pesticides qui sont toxiques, voire génératrices de maladies cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques. D'ailleurs, le milieu agricole est assez sensible à ça, parce qu'on voit bien qu'il y a aussi, il est touché lui-même, beaucoup plus que les autres, par des problèmes de stérilité chez les jeunes agriculteurs ou des problèmes de cancer dans cette population. Donc on voit bien qu'il y a un lien direct, maintenant c'est avéré, qu'il y a un lien entre l'utilisation de certaines molécules de pesticides et la santé. Donc à partir du moment où on a cette lucidité, on le sait, parce qu'avant on ne le savait pas, donc on ne pouvait pas dire, voilà, mais maintenant on le sait. La lucidité, c'est, comme disait René Char, c'est la blessure la plus proche du soleil, mais il faut ça. Voilà, il faut s'occuper de ça. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Et il y a alors il y en a 80, je ne vais pas toutes les citer comme ça, et on va réussir à vivre bientôt sans le E150 et sans doute, l'utilisation de pesticides. Je pense que c'est possible dans les produits, les herbicides, etc., dont vous parliez, Jen. On le peut aujourd'hui. J'ai des tests aujourd'hui qui sont faits sur la production, par exemple, de courgettes, de carottes. Alors, dans certains endroits, on n'utilise plus de pesticides. Ce n'est pas du bio,
mais il n'y a plus de traces parce qu'on utilise d'autres méthodes. Donc, c'est possible. C'est possible. Donc voilà, on est très engagé sur ces sujets-là. Et puis après, on est engagé aussi sur la diversité, parce que sachez que la France, par exemple, qui est un grand pays agricole, aujourd'hui, un des problèmes, c'est que la diversité est remise en cause. Parce que comme beaucoup d'agriculteurs, et il n'y a aucun reproche dans mes propos, parce que je sais qu'il y en a dans la salle, je ne voudrais pas qu'ils... Mais comme les agriculteurs font du blé avec le blé, par exemple, donc en France, on plante du blé. Et donc, il n'y a plus assez de diversité. Par exemple, je vais vous citer, j'étais avec des agriculteurs en Bretagne, à Loudéac très précisément. Il s'agissait d'haricots verts. Eh ben, il faut discuter parce que, évidemment, il y a une confrontation entre est-ce que je plante des haricots verts ou je plante du blé. Nous, on a besoin d'haricots verts, on n'a pas forcément besoin que de blé. Et donc, le cours du haricot vert augmente à l'aune du cours du quintal du blé, qui est basé, comme vous le savez, sur le prix du trader de Chicago. Donc, ça n'a plus rien à voir avec le prix de revient du produit, puisque c'est uniquement de la spéculation. Le prix du blé est à 260 euros la tonne aujourd'hui. Et donc, on est dans des choses complètement démesurées qui, évidemment, préemptent après la diversité dont on a besoin. Donc, on essaie aussi de faire en sorte de se rapprocher donc, sur des contractualisations pour le coup longues et qui vont changer la donne. Parce qu'à ce moment-là, on pourra maîtriser sur le temps long la relation durable avec l'agriculture et la sécuriser, et ce qui nous permettra d'agir aussi à la fois sur les cours, les volumes, mais aussi la façon de produire. Et ça, c'est intéressant, c'est nouveau. Et ce qui veut dire que dans un groupe comme Système U, et je conclurai là-dessus pour ne pas être trop long moi non plus, au fond, on a plus besoin d'ingénieurs, de biologistes, qu'on a besoin d'acheteurs au premier degré. Là aussi, c'est changement d'époque. Ouais, c'est plus simplement notre métier, c'est plus simplement de la négociation. Et vous voyez qu'avec les dernières actualités, il nous en faudrait beaucoup plus pour aller contrôler ce qui se passe et éviter qu'on nous mette quand même de la viande de cheval à la place de la viande de bœuf. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je souhaitais me tourner vers Madame Goudal pour l'interroger sur précisément les solutions que vient de présenter Monsieur Papin. Je crois que dans votre ouvrage, vous offrez une série de solutions aussi aux problèmes que vous évoquiez. Vous avez évoqué tout à l'heure le lien qu'on peut faire entre des petits agriculteurs et leurs coopératives pour qu'ils s'insèrent mieux dans la chaîne de valeur. Est-ce que vous avez, à partir des solutions esquissées par M. Papin, une vision de comment est-ce qu'on peut rendre crédibles les initiatives de l'aval de la chaîne, c'est-à-dire les transformateurs, les distributeurs, les consommateurs? Comment vous suggérez dans votre ouvrage de faire ce lien l'ouvrage de M. Papin s'appelle Pour un nouveau pacte alimentaire. Quelle est votre vision, Madame Goudal, du nouveau pacte alimentaire? Comment faire le lien à travers toute la filière? Well, having a vision of how the world ought to be and the steps that it would take to get there are two different things. And I think that, in some ways we want to turn the clock back. In some ways we want to go back to the world before World War II, because it was after World War II when scientists were working on chemical warfare that they discovered some of these terrible chemical pesticides and herbicides and fungicides that are now everywhere in agricultural land. And how we turn the clock back is very difficult. And I think that what Mr. Papin was saying about the market forces, the money that will come into the farmer when he grows different crops, we have to take that into account. And although one can think of a world where things were different, how do we get there? I think one way is going to be education. There are certain foods that people don't eat because they're not really on the market much. Nobody talks about them much. They're not sold they're not handed out in school meals. But in our Roots and Shoots program, where the young people are growing food in their garden at school,
they're experimenting with all kinds of different foods and learning that they taste good, and they cook them themselves, so that the price of beans might go up if more and more children decide that beans are a really good product and they want to eat them, and the parents decide they want to buy beans for their children. And also the parents decide they want to get a wider diversity of foods for their children. And that I think we begin to see coming, because the fast food industry, that's what's done an enormous amount of damage. And the fast food industry is getting a tremendous bad press now. Certainly in the UK and in America, it's being, we didn't talk about this problem with food, but of course it's a huge problem. It's leading to this epidemic of obesity. And this is a really frightening thing. And it's the fast foods, it's the foods which sell for a good price, but they make people put on a lot of weight. And it also takes away from the sensitivity of the child's palate, so that they just like the things that they can buy, that their parents can buy cheaply, that the schools have been dishing out. So we have people like Jamie Oliver in the UK, and he really single-handedly has changed school foods. I can't address all the different financial aspects which are so important that you talked about. I mean, that's not my field. But thinking about how the world should be. We can all have a dream about how the world can be. And the whole point of a debate like this is, let's get people thinking together. And if we decide that where we're going is wrong, and then we get good minds to work on, well, what can we do? And ideas will come up. Perhaps we can do this, perhaps we can do that. So an awful lot of the way ahead, I think, comes with education, not just of young people, but of us as well. Because most people don't understand really about food. They don't truly understand the goodness or otherwise of the foods that they eat every day. So we need to learn a whole lot more. And I have to say that, you know, hearing what you have said, Mr. Papin, is very encouraging. I was really encouraged about 6 months ago. I was at Rio Plus 20, and I was there to talk about forests. I was there to talk about the need for big companies to stop selling wood that comes from unsustainable logging, and how this ties in with climate change. If we protect our tropical rainforests, then we sequester so much more CO2 in the trees and in the soil. That's what I was there for. But one of the people on the panel was the head of Unilever. And he was there because he was heading up, along with Coca-Cola, an initiative that big companies should not sell unsustainably logged wood by 2015 or 2020. I don't know if you heard about that. But anyway, that's how I met him. And then I had a one-on-one with him, and I was prepared to have a little battle about family farming, small-scale family farming. And I was telling him about our program around Gombe and how successful it was. And he started to smile. He said, "Jane, I'm with you 100%. The only way to feed the world sustainably is small-scale family farming." I was amazed that he would say that. And it gave me a great deal of hope for the future. Merci beaucoup. Monsieur Papin, vous souhaitez peut-être réagir à aux éléments que vient d'évoquer sur l'éducation, sur la manière dont on peut faire évoluer ces modes de consommation? Bien sûr, je pense que pour les jeunes enfants, les petits-enfants, enfin, je m'y intéresse de près, parce que je suis concerné, je pense qu'ils devraient en effet manger des produits bio. Si on veut, pour eux, leur garantir une alimentation qui va leur préserver leur santé. Et je suis persuadé, en tous les cas, on est en train de le démontrer, qu'on peut changer le regard sur les choses. Et il me semble qu'on pourrait produire les grandes matières premières alimentaires à un prix compétitif qui
ne soit pas démesurée en prix et qu'elle soit bio ou tout proche. On le peut. On est en train, par exemple, de le prouver sur le lait. Le lait, c'est quand même une grande matière première alimentaire. Avec les producteurs de lait qui sont au nombre de 800, je pense à Biolay, par exemple, sur le territoire national, on produit un lait qu'on est à même de vendre à peu près 90 centimes d'euros le litre de lait. Ce n'est pas plus cher qu'un lait conventionnel, en demi-écrémé UHT. Voilà, dans une bouteille qui ne contient pas beaucoup de plastique et qui est recyclable. Donc, on y arrive à faire ça. Et je pense qu'on le peut sur la farine. Donc, il faudrait aussi changer le regard à la fois des consommateurs, parce que c'est eux qui vont changer les choses, puisque c'est par rapport à la demande qu'ils vont exprimer. Et à ce moment-là, ça amènera la production agricole derrière à faire en sorte de produire en fonction des désirs, des envies des consommateurs. Je pense qu'on est en route là-dessus. Et donc, si on décide tous ensemble d'aller vers cela, on le peut et ça sera pas beaucoup plus cher. C'est le premier point. Deuxième point, il faut aussi persuader les gens que c'est peut-être pas plus mal de téléphoner moins et de manger mieux. Parce qu'évidemment, on demande au budget alimentaire, par son arbitrage, de supporter toutes les dépenses contraintes. Les loyers augmentent en France, le carburant augmente, le transport. On est compte que le budget alimentaire des ménages dans ce pays est passé en dessous de 12%, alors qu'il était de 30% il y a une vingtaine d'années. Ce qui veut dire qu'on demande là aussi à l'alimentation d'être de moins en moins cher pour pouvoir payer, donc, et en plus les nouvelles dépenses, comme je disais, comme le téléphone portable, Internet. Donc c'est dramatique. Alors que l'alimentation, c'est évidemment un plaisir, du lien, un repas, comme on dit, le repas à la française, c'est un moment de convivialité. Et d'ailleurs, les bonnes nouvelles, c'est quand même que malgré tout, on nous avait prédit, et n'y voyait aucun reproche contre nos amis anglais, mais on nous avait prédit qu'on ferait comme eux, on mangerait n'importe quoi, n'importe quand dans nos frigos, on ouvrirait. Eh bien non, les Français résistent quand même, ils s'arrêtent pour le déjeuner du midi avec leurs collègues de travail et ils sont souvent en famille ou entre amis le soir. Donc c'est bien et il faut encourager ça. Et on sent que ça, c'est en train de revenir. Et un aussi des éléments qui sont encourageants, c'est que le prêt-à-manger qui coûte cher et qui n'est pas bon, souvent, est en train de... le fait maison est en train de revenir contre le prêt-à-manger. Et on voit bien que les produits de saison, consommés à la saison, pour peu qu'on prenne le temps de faire son marché dans un supermarché ou sur le marché, où vous voulez, mais pas ailleurs. Et il faut passer un petit peu de temps à la cuisine. Et si vous faites ça aujourd'hui, je prends toujours cet exemple, mais si vous mangez 200 grammes d'un légume de saison produit en France, ça va vous coûter 30 centimes d'euros. Et si vous mangez une protéine animale ou végétale, ça va vous coûter 1 euro. Donc pour 1 euro 200 grammes, aussi pour 1 euro 30, 1 euro 50, pour peu que vous preniez le temps de l'acheter et que vous preniez le temps de le cuisiner, vous pouvez acheter un bon produit qui aurait respecté l'environnement, qui aurait été fait par un agriculteur français, local, et ça créera du lien parce que vous raconterez la recette aux gens avec qui vous mangez, comment vous l'avez fait. Voilà. Donc ça, c'est quand même des éléments encourageants. Mais évidemment, on pourra aller vers ça que si l'opinion change. Et je trouve que votre engagement, en particulier en faveur des jeunes générations, est intéressant parce qu'en effet, il me semble que c'est ces jeunes générations, enfin ceux qui sont dans la salle, qui vont changer la donne et qui vont, par leur demande, leur expression nouvelle, faire en sorte que la production va s'adapter à leurs demandes. Merci beaucoup.
L'heure tournant, je pense qu'il faut que je me tourne vers la salle. J'avais envie quand même de lancer une question, et j'invite ceux qui ont envie de poser des questions à s'approcher des micros en bas des allées. En fait, je trouve que Madame Goudal nous donne une vision, elle nous explique où sont les problèmes, vous nous montrez qu'il y a des solutions, et en même temps, je me demandais, est-ce que finalement le modèle que vous nous présentez, est-ce qu'il n'y a pas un risque qui reste à l'échelle de la niche, ce qui me désolerait personnellement? Est-ce qu'il s'agit d'une différenciation marketing d'une entreprise comme la vôtre, même si c'est une structure coopérative, je la mets dans la même concurrence qu'un certain nombre d'autres grands distributeurs? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a moyen qu'on bascule vers un autre modèle économique, un autre modèle d'affaires pour ces entreprises de la distribution et de l'agroalimentaire? J'ai l'impression qu'on est en train de dire, quand on aura éduqué les jeunes générations, la demande aura basculé. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire basculer le business model? Comment vous voyez cette question? Pardon. Bien entendu, il faut que les hommes politiques s'engagent et qu'ils aient une vision du temps long. Et là aussi, il faut changer de paire de lunettes. On est dans un changement d'époque. Il faudra, j'imagine, peut-être passer par le législateur. Moi, je suis parfois désolé d'entendre que... Alors, c'est un peu caricatural parce que, évidemment, on dit qu'il y a trop de normes. Vous entendez ce discours en disant il y a trop de normes parce que, voilà, ça nous empêche de produire comme on le voudrait ou de polluer comme on le voudrait, hein, parce que c'est aussi parfois, on demande un droit à polluer. Hein. Donc ça, il faut que les pouvoirs publics, il faut que les élites se rendent compte de ça. Je vais vous citer un autre exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin, France Inter qui dit il y a un enfant dans une école qui n'est plus accepté parce ses parents ont refusé qu'il soit vacciné parce que dans les vaccins pour les enfants, avec la coqueluche, ils mettent l'hépatite B. C'est exactement la même histoire. Dire pourquoi et alors, ce gamin n'est pas accepté à l'école. On peut avoir un autre avis sur ce sujet-là. En France, on est caricaturellement opposé à ces nouvelles voies qui sont, pour moi, je pense, des voies de progrès. Donc, que ça soit vis-à-vis de l'utilisation des pesticides, du chimique dans la santé, sur les vaccinations, pardon d'être, Chantal, de déborder un peu, mais je pense que les élus ont un regard très conventionnel sur tous ces sujets-là, qui pour autant, on voit bien tous les inconvénients que ça a aujourd'hui, et qu'il faut sans doute, ce que proposait Jeanne Goudal, se retrouver tous dans un débat citoyen, avec les jeunes générations, avec d'autres voix. Ces voix alternatives ne sont pas forcément des voix marginales, ne sont pas des voix antisociales, mais peut-être qu'il faut, dans ce changement d'époque, les entendre mieux et voilà, faire en sorte de s'ouvrir un peu sur ces sujets-là. Et bien sûr, si les hommes politiques restent comme ils le sont sur ces sujets-là, restent très conventionnels et ne s'ouvrent pas, ça risque d'être en effet un frein. Et je dois dire qu'actuellement, et il n'y a pas de reproche bien sûr, puisque Chantal, je vois que vous me regardez, évidemment vous incarnez cette troisième voie, puisque vous êtes évidemment engagé dans l'écologie, mais moi je trouve qu'il n'y a pas assez de modernité de la part des élus sur tous ces grands sujets. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y avait d'abord Madame. Allez-y. Bonjour, j'ai une question qui s'adresse à Monsieur Papin. On parle de progrès, d'éducation, etc. Et ne pensez-vous pas que cette éducation et ce progrès peut aussi venir d'un renouveau des modèles de distribution alimentaire en eux-mêmes et à une nouvelle manière de concevoir la distribution alimentaire en mettant justement beaucoup plus l'accent sur du local, sur du bio, etc. Et en donnant plus de visibilité et en termes de merchandising, plus d'éducation, justement. Je pense à un modèle comme Italie à Turin. Voilà. Et ça nous manque énormément en France alors que nous sommes un pays de gastronomie. Oui, c'est vrai. Les Italiens ont gardé leur modèle. Pardon, je ne veux pas accaparer.
Allez-y, Voilà, monsieur Papin. Le modèle italien est en effet un très beau modèle qui a gardé ces petites exploitations. Hein. Il faut aller voir en Italie. C'est vrai qu'il y a une agriculture de proximité. Ce modèle est en train d'évoluer en France. Avec la limite, c'est souvent d'ailleurs un des défis qu'on va avoir, c'est comment garder les métiers issus de l'artisanat, ce qu'on appelle les métiers de bouche. Parce que si on veut continuer ce modèle, il nous faut trouver des bouchers, des charcutiers, des boulangers, des pâtissiers, des cavistes, des poissonniers, etc. Je vais juste vous donner un chiffre comme ça. Et c'est de l'emploi. C'est de l'emploi, puis c'est du savoir-faire. Oui, parce qu'il y a un paradoxe dans ce pays, on a beaucoup de chômage, mais si les besoins pour ces métiers dits de proximité, ces métiers de bouche, c'est aujourd'hui dans la distribution, il y en a besoin de 10 000. C'est quand même pas rien. Sauf qu'il n'y a aucun jeune qui veut aller sur ces métiers qui ne sont nourris que par l'échec scolaire. L'apprentissage est nourri par l'échec scolaire aujourd'hui. Alors qu'on peut bien en vivre et voilà. Ces métiers-là, un pâtissier gagne bien sa vie, par exemple. Donc là, on a un vrai défi et on voit bien que le modèle est en train d'évoluer parce que la taille des magasins diminue, parce que les magasins se relocalisent. Et donc, ce que vous évoquez, sur le temps long, moi je pense qu'à 10-15 ans, vous verrez qu'on reviendra à des magasins de taille plus petite. Et je l'espère qu'on reverra de nouveau des métiers de bouche s'installer dans les villes qui en ont besoin, à condition qu'on puisse trouver des jeunes qui ont envie de faire ces métiers-là. Et la difficulté, pour l'instant, elle est plutôt là. Well, let me add to that the farmers' markets are becoming really popular in the UK and in the United States. And there are whole areas outside some of the big cities or even within the big cities that are now becoming used for agriculture to grow food. And it's spreading right over the United States in the most extraordinary way. And even the local governments in cities are changing their rules so that people can go and grow food on city land and not pay the same kind of rent. I would say that there is a surge of interest in things like being a baker. That's what we see in some of our young people's groups. Being a baker or making chocolate or doing some of these things. We encourage all of our schools to grow vegetables and to learn to cook vegetables. And I've just, the book I've just finished, which has actually got a French publisher now, it's called Seeds for Hope. And it has a whole section on some of these new things which are spreading and growing very rapidly, which will bring us back to the old way where we can be more in touch with the farmer. We get the farmers' names, we get their pictures. They come into the farmers' market sometimes. So there is a movement towards that. And something you said earlier, Mr. Papin, and that was you talked about the cost of the food. So you're selling food, and you talked about the profit. But I think it's only going to work when the situation is win, win, win. Everybody needs to win. It's not going to happen if the companies start losing money, because they'll fail and go under and everything will go wrong. So our vision must encompass getting food at the right price, which still gives the right profit and makes people healthy and less suffering for animals. That's my win-win-win-win situation. Ouais. C'est juste comme ça, on a notre slogan, c'est le commerce qui profite à tous. Alors je vous propose de prendre peut-être une série de questions pour que vous puissiez prendre la parole. Donc monsieur. Bonsoir à toutes et tous, je m'appelle Sébastien Trouillas, je suis le président d'une association écologiste qui s'appelle Paris Écologique. Cette question s'adresse peut-être plutôt à monsieur Papin et à madame la ministre. Je voudrais juste évoquer le cas de la politique agricole commune. Il ne fait pas mystère que l'Europe est assez libérale et que en fait, la pomme à la forme parfaite que l'on a l'habitude de voir dans les étals est en fait subventionnée et qu'en fait, on la paye plusieurs fois cette pomme. On la paye par un prix très élevé quand on l'achète en supermarché, on la paye une deuxième fois quand il faut dépolluer le sol, on la paye une troisième fois quand il faut financer la politique agricole commune avec nos impôts, et on la paye peut-être une quatrième fois en finançant le soin de la personne qui l'a mangé toute sa vie et qui est malade. Donc,
c'est que finalement le coût n'est pas si modique que ça, et pour un goût qui est très très mauvais. Donc, merci. La question, c'est voilà, est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie finalement européenne qui par ailleurs déstabilise les équilibres mondiaux, puisqu'on fait de l'argent avec la vente des produits agricoles, et j'en viendrai vite à ma question. Voilà, est-ce que finalement on ne pourrait pas revenir à la raison, diminuer effectivement les prix agricoles en valorisant le bio? Et deuxièmement, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut nourrir la population française et la population mondiale avec le bio? Est-ce qu'on peut raisonnablement l'envisager? Merci beaucoup. Merci. Je vous propose de prendre une question suivante, monsieur, puis madame. Oui, bonsoir. Donc, moi, je rebondis sur un propos de Jane Goodall, sur lequel je suis tout à fait d'accord, c'est le fait de réduire sa consommation de viande. Donc, aujourd'hui, justement, on est bien informé. De nombreux livres, de nombreux films ont montré justement le côté néfaste justement de la production de viande, tant en termes de production de CO2, tout le monde sait aujourd'hui que ça dépasse même l'industrie du transport, sur la santé, sur le mal-être des animaux. Donc on est tous convaincus de ça. D'autre part, en France, il y a même une loi qui a été votée, qui est en vigueur, qui interdit donc aux établissements scolaires de donner autre chose que des animaux, c'est-à-dire en termes de protéines, que ce soit de la viande ou du poisson, c'est interdit en France. Donc les établissements scolaires sont tenus de donner tous les jours aux enfants de la viande et pas des protéines végétales, alors que les protéines végétales aujourd'hui sont un produit de substitution tout à fait comparable aux protéines animales. Donc ma question c'est, du fait de cette connaissance parfaitement maîtrisée, on sait qu'il y a des lobbies très forts, notamment de la viande. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas plus d'acteurs politiques, de distributeurs? Pourquoi il n'y a pas plus de voix qui s'élèvent et qui dit effectivement et qui encourage le fait qu'il y a des produits de substitution, les protéines végétales. Ça réduit. Aujourd'hui, on sait qu'avec les protéines végétales. Excusez-moi, je crois qu'on a compris votre question. Je m'excuse de vous couper. Mais je termine. On pourrait multiplier par 10 la production. Donc, avec des protéines végétales, on peut nourrir 10 fois plus d'humains sur la Terre. Il y a 40% de végétariens au monde. Donc, le végétarisme, ça marche. On est en bonne santé. Pourquoi il n'y a pas plus d'action? Merci pour votre question. Je veux encore prendre une troisième question dans cette série-là, s'il vous plaît, madame. Oui, bonsoir. Claire Chanu, association Photosynthesia. Je vais juste rebondir sur ce que viennent de dire les deux messieurs avant moi. D'abord, je voudrais dire qu'une protéine végétale, une calorie végétale, nécessite aujourd'hui 10 calories fossiles pour la produire. Donc on est dans un système qui ne peut pas durer. Et puis effectivement, cette histoire de donner à nos enfants dans les cantines systématiquement de la viande à tous les repas, alors que cette viande est nourrie avec des OGM, on imagine qu'en France, nous n'avons pas d'OGM. Madame Goodall, vous le disiez tout à l'heure, mais en France, nous avons des plantes mutées qui sont des OGM qui ne disent pas leur nom. Et c'est bien plus grave parce qu'on s'imagine alimenter nos enfants sainement alors qu'on les nourrit avec des OGM sans le savoir à notre insu. Et cette question des plantes mutées est dramatique et elle n'est pas abordée. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Je voudrais savoir quelle solution on apporte au fait qu'on n'a pas, soi-disant pas d'OGM en France et qu'on nourrit nos enfants avec des OGM. Voilà. Très bien, c'est noté. Alors, je vous laisse peut-être tous les trois répondre, puisque Madame Joanneau, vous étiez aussi invitée à donner votre sentiment sur en fait les outils de politique publique. C'est moi ce que je retiens de ces trois questions. D'une part, sur la politique agricole commune, les subventions au secteur agricole et les externalités négatives qui peuvent y être liées. Est-ce qu'il y a un moyen de remettre cette politique à l'endroit si vous partagez cet avis qu'il y a des problèmes avec cette politique agricole commune? Peut-on nourrir la planète avec le bio, qui est une question, à mon avis, très, très large et enfin, difficile peut-être pour vous d'y répondre, mais je vous laisse y réagir. Et puis, quels sont les moyens des politiques publiques sur cette question de réduire la consommation de viande? Est-ce que vous pensez que c'est un objectif à donner? Comment on peut le faire? Évidemment, la question des OGM et de la traçabilité de quelle part ils ont aujourd'hui dans notre alimentation peut aussi être un point que vous voulez relever. Peut-être, Madame Joanneau, je vous laisse commencer.
sauf si vous préférez pas, je peux passer. Non, mais il n'y a pas de problème. Allez-y, je vous en prie. Sur la question de la PAC, vous savez qu'il y a eu tout un débat sur le verdissement de la PAC pour que, grosso modo, 30% soient réorientés vers des pratiques plus respectueuses. Alors, ce qui est très critiquable, c'est qu'on a mis dans pratiques respectueuses de l'environnement des choses très très larges qui, honnêtement, n'y avaient pas nécessairement leur place. Le principe de la PAC n'est pas mauvais en soi. De toute façon, en Europe, on a besoin de se nourrir, d'une autonomie alimentaire. Simplement, il y a une réorientation nécessaire entre la part qui est consacrée aujourd'hui aux céréaliers, mais je suis sous l'œil de Luc Guyot, donc je fais vraiment attention, et la part qui est aujourd'hui consacrée plutôt à l'élevage ou aux maraîchers ou aux autres productions qui nous manquent. Parce que ce qui est dramatique, c'est que ces autres productions, on est obligé de les importer. Donc c'est possible de réorienter sans problème. Simplement, je dois dire que historiquement, la France n'a pas été le pays le plus moteur dans ce domaine. Et on a plein d'autres choses qu'on peut retravailler. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on est sur des taxations à taux réduits sur les produits phytosanitaires? C'est un vieux débat. C'est un vieux débat qu'on n'a pas réussi encore à faire avancer. Quant à nourrir la planète avec du bio, Luc, je sais qu'au sein de la FAO, vous aviez conclu que c'était possible. Vous aviez conclu que c'était possible. Alors je ne sais pas si tu portes cette idée, mais en tout cas, vous aviez conclu que c'était possible. En tout cas, qu'on peut faire évoluer globalement ce type de pratique. Et qu'au-delà du bio, il y a l'agriculture locale, il y a effectivement des pratiques intermédiaires, et qu'un des gros enjeux qui a été évoqué là, qui est celui de la consommation de viande, enfin en tout cas de protéines animales, c'est un énorme enjeu parce qu'en France, on ne cultive pas assez de ce qu'on appelle des légumineuses, et notamment des protéines végétales. Par exemple, la lentille, le plat extraordinaire, la lentille. Je suis sûre que vous ne mangez pas de lentilles. Et bien la lentille est un plat bravo, c'est bien, mais maintenant vous êtes tenu de le faire. La lentille est un plat extraordinaire parce qu'elle a effectivement énormément de qualités nutritionnelles, mais en plus c'est une légumineuse, c'est-à-dire qu'elle fait du bien au sol. Et là je parle sous le contrôle de 2 experts, donc je fais attention encore une fois, mais elle fait du bien au sol, elle fixe l'azote dans le sol. Donc ça, c'est typiquement des choses que l'on peut faire, on essaye de faire évoluer. C'est pas si simple, il faut quand même avoir conscience qu'il y a des personnes aujourd'hui qui vivent de l'agriculture, que changer d'un modèle agricole à un autre, ça implique des personnes, et qu'il y a une très grande pauvreté aussi dans l'agriculture aujourd'hui, y compris en France, notamment pour tout ce qui est l'élevage, mais même aussi les maraîchers. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de possibilités. Et pour répondre à Sébastien Trouillas, s'il mange une pomme, encore, c'est pas si mal. I'm just curious right now, and I just had a question. How many people in here are vegetarian? See, quite a few. Good for you. Regardez, c'est quand même, quand on est végétarien, moi je rêve d'être comme Jane Goodall après, donc c'est un bon signe. Oui. Juste alors d'abord sur les OGM, il y a aujourd'hui des solutions alternatives, y compris pour nourrir les animaux, puisqu'on n'est pas obligé de les nourrir qu'avec des tourteaux de soja qui viennent du Brésil. D'ailleurs, c'est vrai que c'est surprenant que le porc, si par exemple les Brésiliens arrêtent de nous livrer des tourteaux de soja, donc OGM, le porc breton meurt de faim. C'est quand même terrible dans un grand pays agricole comme la France. Mais il y a aujourd'hui des solutions alternatives avec des tourteaux de colza, par exemple, qui sont en train de pouvoir se substituer, et non OGM, bien sûr. Moi, je crois, après, sur la partie peut-on nourrir les gens à partir du bio? Je vois Luc Guyot qui fait non aussi là-bas. Moi, je crois. Enfin, je sais pas si non, mais il y a des solutions. J'ai bien aimé ce film, par exemple, de Marie-Marthe Robin, qui sont Les Moissons du futur, où elle propose, après avoir dénoncé d'une manière vigoureuse Monsanto dans son film d'avant, là, elle propose des voies nouvelles qui sont intéressantes sur une agriculture, par exemple, au Mexique, qui peut changer plutôt que d'avoir des graines OGM, on arrive à avoir de la diversité en retrouvant une façon de travailler un peu différente. Donc je pense qu'il y a des voies alternatives. Encore une fois, nous on encourage, si ce n'est le bio, en tous les cas cette troisième voie entre le conventionnel, dont on connaît les inconvénients, le bio qui est en effet peut-être un peu élitiste, un peu parfois difficile,
mais trouver ce que les agriculteurs appellent l'agriculture écologiquement intensive, par exemple, je trouve que c'est intéressant, et on peut trouver, comme je le disais tout à l'heure, des produits qui sont contrôle fait, je l'ai fait, hein, j'ai regardé les contrôles, je les ai fait faire. Par exemple, dans le vin, aujourd'hui, il existe des vins où on peut, qui sont récoltés du côté de Narbonne, en biodynamie pour certains d'entre eux, mais d'autres pas. Simplement, ils utilisent moins de pesticides. J'ai même vu sur 150 hectares, c'est pareil, des moutons enlever l'herbe, c'est assez bien fait. Eh bien, il n'y a plus de traces de pesticides à l'analyse dans le verre. Donc ça, c'est intéressant. Et comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir le faire. Et je pense que pouvoir communiquer, je dis ça, ça va être un scoop, communiquer ces produits-là à la télé, peut-être d'ici la fin 2013. On a par exemple communiqué les kiwis. Les kiwis, il n'y a pas de... C'est pas des bio, mais il n'y a pas de résidus de pesticides dans les kiwis, parce qu'il n'y a pas besoin de pesticides pour faire un kiwi. Bon. Après, pour la pomme, bon, il n'y a pas que la pomme, parce que vous savez qu'on a demandé, enfin c'est juste pour rire, ça, je ne vais pas être un peu taquin, mais vous savez qu'on a demandé à l'INRA, je ne sais pas s'il y a des gens de l'INRA dans la salle, mais on a dû demander à l'INRA de faire des produits qui soient jolis, transportables, tripotables par les gens, mais le goût était secondaire. Donc il passait carrément de dur à pourri, c'est direct. Donc c'est vrai que ça n'a pas encouragé à manger des fruits. Donc on vient de s'en apercevoir là, et non, je rigole. Donc on est en train de changer les choses. Je pense qu'on fait des choses intéressantes maintenant et que les pommes sont bonnes. Vous pouvez manger en toute confiance les pommes. Cette année, tout le monde est content parce qu'il y a un peu moins de pommes sur le marché. Donc c'est bien parce que tout le monde, elles valent pour le producteur un prix convenable. Tout le monde, et elles sont très bonnes. Donc il n'y a plus que 4 molécules non dangereuses de pesticides désormais dans une pomme versus 18 il y a 3 ou 4 ans. Donc, vous voyez qu'il y a un progrès. On n'est pas encore à 0, mais que 4. Donc on avance sur tous ces sujets-là. Sur la question des protéines végétales, alors moi j'essaie la spiruline par exemple, mais on ne peut pas faire que ça, parce que de temps en temps quand même, sur le plan gustatif, c'est une protéine animale, c'est sympathique aussi de temps en temps. Quoi. Voilà. Donc moi je défends un peu mon métier, mais vous voyez, la spiruline j'aime bien aussi. Donc ça peut être une solution, éventuellement, si demain on ne sait plus faire de protéines animales, on proposera à tous nos clients de se verser de la spiruline dans la salade, c'est pas désagréable, non ? Non, mais il y a plein d'autres solutions. Non, mais je rigole, bien sûr. Mais je pensais que vous alliez réagir avant. Mais non, mais en même temps, c'est une voie alternative. C'est une voie alternative, oui. Peut-être. One tiny comment before, I know there's people with questions, but I just wanted to say one thing we haven't brought up, which relates to a lot of what we've been talking about, the enormous amount of waste, the waste in a normal household, the people who buy more than they need. And then when you think of the starving people, it shocks me, the amount of food that's wasted. And when people complain about like organic food costing a bit more, you then value it more, you buy only what you need, you waste less. I think that's really important. And there was, by the way, one shop, Mr. Papin, one shop where they only sold apples and fruit that had little wormholes in, because they said this proves it's good fruit because the insects won't eat it otherwise. Alors je vous remercie pour vos réponses. Je vous propose de prendre une série de 3 questions. Vous étiez tous les deux ici et ensuite monsieur. Bonsoir, alors moi je ne suis qu'étudiant ici, et je mange des lentilles d'ailleurs. Et je suis content que M. Papin ait mentionné le fait qu'on s'autorise de la viande de temps en temps parce que c'est bon. Je vais un peu me faire l'avocat du diable, mais on entend assez souvent des arguments comme quoi, en fait, améliorer la façon de manger moins de viande, manger bio, c'est-à-dire dépenser plus d'argent pour la nourriture, c'est-à-dire en fait c'est s'appauvrir, c'est se priver, c'est faire preuve presque d'avarice, ou en tout cas se priver de toutes les bonnes choses de la vie, et qu'en fait aujourd'hui on est face à des écolofascistes qui veulent
interdire les gens de vivre comme ils l'entendent, de profiter des bonnes choses de la vie au nom de menaces qui ne sont peut-être même pas avérées, et etc. Enfin, comment on répond à ces arguments-là de gens qui disent mais vous voulez nous rendre, enfin, vous êtes sinistres, vous voulez tous nous déprimer, et moi je veux bien ne pas gaspiller, mais surveiller toute ma consommation, ne pas gaspiller, c'est me priver du plaisir de vivre, et j'ai plus qu'à en finir tout de suite. Comment on répond à ce genre d'argument qu'on entend assez souvent, hein, non, mais je suis d'accord, mais c'est le problème des gens qui sont un peu sectaires, un peu dogmatiques, et il faut savoir, comment dirais-je, conjuguer un peu les paradoxes. Parce que quand même, actuellement, il y a beaucoup de progrès qui sont faits sur tous les sujets. L'agriculture progresse, les transformateurs progressent, la qualité progresse. Et évidemment, par exemple, sur la consommation de viande, les gens font de plus en plus attention. D'ailleurs, la consommation de viande, ça a plutôt tendance à stagner, donc ils prennent aussi en compte tous ces éléments. Donc, on voit bien qu'il y a plutôt, globalement, malgré toutes les connotations un peu négatives, il y a une marge de progrès qui est intéressante. Et donc, c'est ça qu'il faut regarder. Il faut aller de l'avant, il faut regarder ces choses qui avancent bien, ces nouvelles voies qui s'ouvrent, et puis pas trop s'occuper voilà, comment vous avez dit, des écolos écolo-fascistes. Oui, parce qu'autrement, on va pas vivre, il faut vivre aussi. Oui, il faut vivre. Alors, excusez-moi, je vais juste laisser la parole à deux questions, disons 3 autres questions, parce que je vois aussi leur tourner. Je vous en prie, puis monsieur et mademoiselle. Bonsoir. Alors déjà, je vous remercie d'être venu pour cette conférence vraiment intéressante. Alors, moi, ma question, elle s'oriente plutôt sur le fait qu'après les dernières estimations, en 2050, on devrait être une population urbaine de 70%. Et je reviens à ce que Mme Goodall avait dit tout à l'heure par rapport au small-scale farming, qui selon moi est également la meilleure des solutions. Seulement, comment concilier autant de gens en ville qui seraient sans doute bien contents de cultiver leur ciboulette et leur coriandre sur le balcon, mais bon, on ne peut pas faire tout non plus. Comment concilier autant de gens en ville et vivre sur la base justement ces fermes de proximité ou tout ce commerce extrêmement local? Comment c'est conciliable avec votre genre de système, même si vos démarches sont toutes à votre honneur, Monsieur Papin? Est-ce qu'on n'est pas en train de complètement remettre en question notre mode de croissance, dogme que nous avons tant, que le précédent gouvernement et le gouvernement actuel crient avec autant d'acharnement? Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre encore donc 2 questions. Oui, vous voyez que la question de la sobriété comme modèle face à la croissance nécessaire, ou comment est-ce qu'on va pouvoir réorienter nos modes de vie, reviennent dans les 2 questions. Monsieur ? Alors, moi, je voulais poser une question sur les gaspillages autres que la viande. Alors, la viande, c'est clair, ça a été dit 10 fois, donc je ne vais pas en reparler, mais c'est un problème important. Mais il y a d'autres gaspillages qui s'additionnent. Alors, Jeanne Godal vient d'en parler la nourriture qu'on jette, mais il y a aussi des problèmes de terre qui sont gaspillés. Il y a aussi des problèmes des biocarburants. Et à mon avis, c'est ça le vrai problème pour pouvoir nourrir toute la planète en bio. Parce qu'il y a quand même maintenant, avant c'était des gens du monde parallèle, maintenant il y a quand même des agronomes de terrain qui prennent position pour dire qu'on pourrait nourrir toute la planète en bio, parce qu'en passant en bio en Afrique, par exemple, où les rendements sont bas, on pourrait effectivement augmenter avec les techniques bio, le compostage, les rendements par rapport à ce qui sont en Afrique. Par exemple, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être un an, de Marc Dufumier. Mais encore faut-il de savoir quel bio, parce que, je veux dire, est-ce que c'est bio ou biocarburant? Parce que j'ai appris que les nombres d'hectares en Afrique sur les biocarburants, ça se chiffre quand même en millions d'hectares. Donc effectivement, je pense que les gens qui connaissent vraiment le terrain démontrent qu'on peut faire du bio pour nourrir toute la planète, mais il ne faudrait peut-être pas qu'on aille trop loin en faisant des biocarburants partout sur des millions d'hectares et qu'on gaspille les terres. Alors pour terminer, en additionnant les solutions pour faire moins de gaspillage, il y a aussi en ville, moi-même, je suis parti d'une association qui s'appelle les Croqueurs de Pommes, qui s'intéresse aux variétés anciennes de pommes et de fruits. Donc dans un petit jardin en banlieue parisienne, je pense que, sans répondre aux écolofascistes, je pense que si justement on mange un petit peu de viande, je ne suis pas végétarien, mais je mange des bonnes pommes, des bonnes poires, du bon raisin de mon jardin, ça contribue parmi d'autres à avoir un petit peu de moins de gaspillage des terres qui sont gaspillées par l'urbanisation. Donc je pense que c'est à ce prix-là, en additionnant toutes des solutions de moins gaspiller, qu'effectivement ça devrait être facile, quoi qu'en disent les lobbies, de nourrir toute la planète en bio. Merci monsieur. Je vous propose de prendre encore la question de mademoiselle. Et je crois que je préfère annoncer à l'ensemble du public qu'il n'y aura plus que les 2 dernières questions, sinon on n'aura pas le temps de clore cette journée.
Oui, bonjour. Alors, moi, je voudrais revenir sur la question de l'élevage. Et donc, il y a un autre moyen de trouver des protéines dans notre alimentation que l'élevage classique et les protéines végétales. C'est les protéines qui viennent des insectes. Et donc, je voulais savoir si vous pensiez que c'était une filière qui pouvait avoir de l'avenir en France. Et Monsieur Papin, est-ce que si un jour on trouve des galettes d'insectes sur le marché, est-ce qu'on en trouvera dans vos magasins? Merci pour cette question. Donc je vous laisse peut-être réagir, si vous le souhaitez, tous les trois, aux questions sur voilà, la sobriété, ou alors nos modes de vie urbains sont-ils compatibles avec le modèle que vous proposez? Est-ce qu'on n'a pas des tendances qui nous emmènent ailleurs? Ou alors sur ces alternatives aussi en matière de protéines animales. Et enfin, la question des différentes sources de gaspillage. Si vous avez un mot à dire sur les agrocarburants, je pense que ça ouvrira un énorme débat, mais vous avez probablement aussi votre vision. Monsieur Papin? Oui. Well, I first of all would say that I personally know an awful lot of farmers who have had to give up their small farms because they couldn't make them pay. They've moved into the cities and they're utterly miserable. And in the developing world, this is really, really true. And farmers are committing suicide because they don't want to live in the city. So a lot of people living in the city are living there because they're forced to. And if our vision becomes more real and that we can start once again farming in a sustainable way with small family farms, I think that would solve a lot of the problems in the city, unemployment and things like that. That's what I believe with that. The question about using land for biofuels, I'm pretty shocked actually, because knowing that in some countries people are actually starving for lack of food, that was happening last year, and then thinking of the huge amounts of land that are set aside for biofuels, and the way that that's playing with the market prices of these fuels, that's to me pretty shocking. So I won't go on about that, but that's what I feel about it. Juste, alors sur l'urbanisation, enfin au-delà du mode de vie, évidemment, on s'urbanise de plus en plus. Ces pays comme la France va avoir 50% de sa population bientôt en ville, alors qu'on était les champions du monde rural. Le problème que l'on vit, c'est que il y a une confrontation entre les terres agraires et la ville qui progresse. Et probablement, s'il n'y a pas de lois qui sont passées, et je pense qu'il y a une urgence, parce que je crois savoir que c'est l'équivalent d'un département qui disparaît en France tous les 10 ans. Donc, tous les 7 ans. Voilà. Donc, imaginez comment on peut continuer à produire, à cultiver, etc., si on n'a plus de terre. Enfin, ça, c'est du bon sens. Et là, en effet, il faudrait dire aux élus que le lotissement qu'on faisait à l'extérieur de la ville, en disant on va faire ses courses à l'hyper en voiture, voilà, ça c'est un peu un modèle qui a besoin d'être revu, quoi. Et qu'il faut sans doute relocaliser et avoir plus de, on va dire, de verticalité que d'horizontalité en matière d'urbanisme. Sur l'élevage, moi je crois qu'il y a beaucoup de progrès qui sont faits sur l'élevage, je peux en témoigner. Il se trouve que la France est un grand pays d'élevage, qu'actuellement, pour un tas de raisons, vous parliez tout à l'heure, Chantal, de la souffrance des agriculteurs. Alors, il se trouve que les choses vont un petit peu mieux de ce point de vue-là, parce que le prix de la viande a augmenté un petit peu, mais aujourd'hui, par exemple, on ne produit plus assez de viande en France pour la demande. Voilà, c'est comme ça. Et en revanche, la qualité de la viande en France, même par rapport au respect des animaux aujourd'hui, par rapport à la nourriture de ces animaux, il ne faudrait pas prendre le modèle américain qui est complètement excessif, et je partage la vision de Jane Goodale sur ce sujet. Je crois que la France, quand même, de ce point de vue-là, est complètement différente. Et donc, on peut avoir confiance, si je puis dire, dans notre modèle d'élevage. Enfin, pour les insectes, on va attendre que d'autres pays testent. Et après, pourquoi pas. Nous, de toute façon, s'il y a une demande, on sera là pour la satisfaire. Bon, on va attendre un peu.
Chimpanzees eat termites, Oui. and people eat fried termites every time the big ones fly. It's a great delicacy. Oui. And grasshoppers. C'est- ouais. D'ailleurs, je vous invite tous à aller voir le film Chimpanzé, qui est très très instructif. Non, juste 2 petits mots sur les biocarburants, appelons-les bio ou agrocarburants d'ailleurs. Je pense très honnêtement que, en tout cas en Europe, on revient des biocarburants. Il y a une vraie prise de conscience autour de ce sujet. Il y a une acceptation maintenant globale du principe que voilà, on a atteint un seuil et qu'on va probablement pas aller au-delà. Il y a des recherches, vous savez, pour d'autres formes qui sont en cours, mais il y a une vraie prise de conscience parce que moi j'étais à l'ADEME quand on avait fait le bilan environnemental global. En réalité, un biocarburant, si vous êtes obligé de détruire une prairie ou une forêt pour produire des biocarburants, eh bien son bilan environnemental global est négatif. Donc aujourd'hui, on le sait et on va vers d'autres voies. Quant à l'urbanisme, c'est la question centrale dans la consommation des terres dans notre pays. C'est la question centrale. On a essayé, dans le cadre du Grenelle, puisque c'était un engagement, justement, d'interdire la progression. D'ailleurs, les Allemands le font. Ça a été, mais alors, vent de panique. Je n'ai jamais pu faire passer ça, surtout au Sénat. Surtout au Sénat. Mais tu n'y étais pas, donc moi non plus d'ailleurs. Donc, mais c'était impossible à faire passer parce que le principe, effectivement, qu'aujourd'hui on pense l'urbanisme plus dense, tout de suite est assimilé à grande tour et à l'urbanisme qu'on a fait dans les années 70 dans les banlieues. C'est faux. Dans les banlieues, vous avez une densité très faible. Et un des pays les plus denses, à l'inverse, ce sont les Pays-Bas, où on a réussi là-bas à concilier quand même un habitat semi-individuel, extrêmement dense et plutôt convaincant. Et on voit émerger aujourd'hui dans des projets d'urbanisme des choses extraordinaires, où on fait revenir la production, y compris en ville. Et moi, je suis convaincue, parce que ça va dans le sens de l'histoire, qu'on ne sera plus dans des très grandes métropoles où vous habiterez ici, vous irez travailler là et consommer par là-bas. On ne pourra pas, de toute façon. Donc on va certainement relocaliser et plutôt qu'avoir un grand centre avec un système de toile d'araignée, on aura des polycentres. Donc je suis tout à fait convaincue qu'on arrivera à concilier cette forme d'urbanisme et les besoins futurs d'une agriculture de proximité. There was a really imaginative architect in China. And I don't know what came of this, but one of these cities was being built. It was one of their new cities, you know, how many cities they're building. And so the bulldozers went in first. They removed all the soil, I can't remember how deep. They piled it up in mountains. They built their city in such a way that the rooftops were connected. And then they put the soil up on top of the city. Now, they built one city that way, but I don't know how it worked. And the idea was that you would grow your food on the city because the farmers have been displaced right across China. It's a horrible situation. But anyway, this was the idea, and they even had wildlife corridors so that birds and things could live up there as well. Now, okay, maybe that didn't work, but isn't that a great idea? Isn't this the kind of thing we should imaginatively think of? We're the most intellectual being that's ever walked on the planet. That's the main difference between us and chimpanzees. So let's get these brains to work. Let's get the young architects. Let's get the young city planners. And please, let's get the young politicians all together on the same page and see what we can devise and try it out and see if it works. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 7 minutes, donc je vous demande tous les deux, s'il vous plaît, de poser votre question en 30 secondes. Et je donnerai ensuite la parole à chacun de nos intervenants pour le mot de la fin, en essayant, si possible, évidemment, de répondre à vos questions. Je vous en prie. Donc, je suis Édouard Morange de la Fondation Jamie Oliver à Paris et j'ai été particulièrement sensible à toutes les questions d'éducation des jeunes générations, que ce soit du côté de Madame Goodall ou de Monsieur Papin, sur l'éducation au métier de bouche. Et donc ma question s'adresse plutôt aux hommes politiques. On parle en ce moment de réforme des rythmes scolaires, notamment en primaire. Est-ce qu'il est envisageable, selon vous, de réintroduire des cours de cuisine ou même de découverte des produits, savoir différencier une betterave d'un oignon dans les classes entre le CP et le CM2? Merci beaucoup, monsieur.
Bonsoir à tous. Je voulais revenir sur l'étude du professeur Serralini qui a fait polémique. Je n'entrerai pas dans les résultats, mais tout le monde m'entend, c'est bon. Et est-ce qu'il ne faut pas y voir une faillite de l'État sur les questions environnementales? Et est-ce qu'il faut voir les distributeurs comme l'émergence d'un contre-pouvoir de l'État sur cette question, puisque il me semble que l'étude a été en partie financée par un groupe de distribution concurrent de M. Papin. Carrefour. Voilà. Merci beaucoup pour votre question. Je suis désolé, je pense qu'il faut s'arrêter là. Alors, merci pour vos deux questions qui prouvent à quel point le débat était foisonnant et à quel point vous avez plein d'idées et nos intervenants en ont plein aussi. Je vous demande chacun, tous les trois, de donner le mot de la fin, si possible en répondant à ces questions, en attrapant ce que vous pensez être le plus pertinent. Je commence par vous, Monsieur Papin. Sur l'éducation, évidemment, c'est notre devoir, désormais, d'essayer de faire de la pédagogie pour parler la santé par les aliments, la nutrition, de la cuisine, etc. Donc on est sur ces grands sujets. L'étude Serralini, contrairement à ce qui a été dit, moi j'y suis assez... je la prends comme quelque chose d'intéressant et dont on doit tenir compte. Elle a été contestée, je le sais, elle est controversée. En tous les cas, elle donne un signal d'alerte. Il faut le prendre à tout le moins comme ça, et à mon avis, en tenir compte, c'est ce que nous faisons. De toute façon, on est, comme vous l'avez pu l'entendre, très engagés. Le mot de la fin, moi je voudrais simplement rendre hommage à Jane Goodall pour tout ce qu'elle a fait pendant toutes ces années. Et puis, ce que je trouve, c'est qu'elle est uniquement dans la bienveillance. Et je l'associe à des grands noms qu'on a pu, alors qui sont un peu plus français, je l'associe à des gens comme Jean-Marie Pelt, je l'associe à des gens comme Pierre Rabhi, qui sont des grands témoins d'une histoire et dont on doit, me semble-t-il, entendre le message de sagesse. Et je lui souhaite de continuer encore longtemps à exprimer ce message. Voilà, bravo. Well, thank you very much for that, which I was not expecting. And Luna, let me say this, to sort of come back to you, that you represent that new breed of corporations who are beginning to get it, who understand, who stand up for values. And it's up to us to make it work, as I said, that what you do, you will win, and that's up to the general public. And so I come back, if I'm going to sum up, I go back to where I feel my most important role is today, and that's with the young people. And of course we must educate young people in school and enable them to do cooking and learn to grow food. That's done all over the UK, it's done all over the US. Surely it's done in France as well. Aren't there cooking classes in some schools? And that children should have a choice as to whether they eat vegetarian or not. And certainly throughout UK and USA, a child can say, I'm a vegetarian. So coming back to the children, if we can get children to understand the way the world ought to be, and our Roots and Shoots program is all about bringing young people together to choose what they think is wrong and to discuss among themselves how to put it right. And the most amazing ideas come out. And so that's the way we need to go. We need to listen to the young people because it's their world that we're trashing if we don't get it right. I don't know that we have that long to get it right. We've got to take action now. And the message I give to every child, and I would give to everybody in this room, is not to forget that every single day we live, we make an impact on this planet, and we have a choice as to what kind of impact we're going to make. And that includes things like what we choose to buy, and the companies we choose to buy from, and how we live, and how we travel, and how we interact with each other, and listen to each other, and empower our children.
Madame la ministre, un mot de... C'est gênant. C'était un mot de perspective. C'est gênant de passer juste après Jane Goodall. Mais écoutez, on ne pouvait pas rêver mieux comme lancement pour Écolo-Éthique, puisque ce débat et surtout mes deux intervenants sont l'illustration en fait, de ce qu'on veut faire. On veut juste faire fructifier les idées, parce que les idées, elles existent, elles sont là, les solutions, elles existent, elles sont là, et on veut juste montrer qu'on peut aller dans la bonne voie. C'est vraiment, moi, j'en ai marre qu'on me parle de l'écologie en négatif, en m'expliquant que c'est affreux, que ce sont des contraintes, que c'est de la souffrance. C'est pas vrai. Il y a des choses qui se font, il y a des idées qui sont là, et on peut tout à fait relever ce défi dans la modernité, dans le positif. Il faut simplement donner envie. Donc c'est un peu ça le cœur d'Écolo-Éthique, c'est du débat de société sur la consommation, sur les enjeux de santé, parce que derrière tous nos débats de ce soir, il y a des enjeux de santé qui sont absolument fondamentaux, sur la question du PIB, sur notre modèle démocratique, qui effectivement n'intègre pas les enjeux de long terme, parce que nos mandats électoraux se raccourcissent, et il n'y a aucune institution qui défend le long terme dans les pays européens en particulier. Et puis, montrer aussi, donner un petit coup de main à tous ceux qui ont des bonnes idées. Moi, j'ai rencontré un jeune extraordinaire qui a lancé une entreprise qui essaye, en fait, tout simplement d'éviter que dans les chantiers du bâtiment, il y ait trop de déchets qui ne soient jamais réutilisés. Et il a un système expérimental, simplement, il n'avait pas la bonne clé d'entrée pour qu'on étudie avec une bienveillance son projet, pour qu'on le finance. Pour nous, c'est très simple. C'est très simple de passer un coup de fil et de dire au président de la région Île-de-France, regardez ce projet parce que franchement, il vaut la peine. Donc c'est ça aussi qu'on veut essayer de faire avec Écolo-Éthique. Et il y a des gens formidables dans cette association, parce que dans le conseil scientifique, il y a Jen déjà, qui est vraiment ma présidente, et vous l'avez vu, c'est une femme qui incarne la bienveillance sur ces sujets. Il y a Jean Jouzel, il y a Gilles Boeuf, il y a d'autres personnes qui sont aussi dans cette bienveillance et qui ont envie de tendre la main à toutes les bonnes idées. Donc je ne pouvais pas rêver mieux pour lancer ce débat. Et vous tous, vous avez donc bien compris, il faut manger des lentilles, il faut manger moins de viande, il faut boycotter le Nutella. Et vous avez aussi chacun énormément de voix pour faire progresser ces sujets, pour exiger de nous. Voilà. Vous avez vraiment beaucoup de voix pour exiger de nous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous, merci à nos trois intervenants, merci beaucoup Madame Goudal, Monsieur Papin, Madame Joanneau, merci à notre traductrice qui nous a permis de tenir ce débat dans de bonnes conditions, et merci à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette soirée et qui l'ont organisée. Merci à Sciences Po.